Bonjour à tous, bienvenue sur cette récupération sur l'examen de reproduction. Donc aujourd'hui, je vais passer en revue l'ensemble du guide d'études avec la partie génétique de reproduction qui n'est pas dans le même chapitre. Je vais utiliser exclusivement mon iPad, puis je vais aller chercher les notions qu'il y a dans le cahier à ce sujet-là, puis je vais aussi faire des dessins si jamais c'est nécessaire. Donc, on va commencer au chapitre, pour les notions de génétique, qui sont aux pages 58, 59 et 60. Pour les notions de génétique, on vous demande de connaître la différence entre un gène, un chromosome et de l'ADN, ainsi que savoir reconnaître des caractères héréditaires. Donc, à la page 58, ici, on a ici l'information qui nous dit que l'information génétique se trouve dans les chromosomes qui sont eux-mêmes présents dans le noyau de la cellule. Donc, en fait, un chromosome, c'est un élément du noyau qui comporte les gènes. Les chromosomes, c'est vraiment les parties qui vont être en forme de X, qu'on voit souvent là, dans des dessins. Donc, par exemple, ça ici, c'est un chromosome. Et un gène, c'est une partie du chromosome qui va coder pour certaines parties, en fait, certains caractères qu'on peut observer chez un individu. Donc, c'est un fragment d'ADN qui code pour un caractère héréditaire, par exemple, la couleur des cheveux. Donc, à l'intérieur des chromosomes, il y a des multitudes de gènes qui sont des parties du code génétique, comme ici, par exemple. Donc, c'est comme si on vous disait, bien, cette partie-là du gène, c'est écrit en langage ADN, yeux bleus. Donc, j'écris très très mal. Donc, un gène, c'est une partie de chromosome qui va donner une indication spécifique pour la création du corps et pour toutes ses fonctions vitales. Là, en fait, oui, c'est ça. Donc, l'autre partie, c'est l'ADN. Donc, l'ADN, qu'est-ce que c'est? C'est la molécule qui contient, en fait, dont est construit les chromosomes et les gènes. Donc, l'ADN, c'est la double hélice qui est là. Ce que tu dois savoir, c'est que dans l'ADN, il y a l'ensemble des gènes. Donc, l'ADN contient l'ensemble du code génétique. C'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Le gène, c'est la partie qui va coder pour des fonctions spéciales. Donc, c'est comme je vous disais, là, les gènes, c'est comme des chapitres du grand livre. Puis les chromosomes, c'est comme des parties. Donc, on a comme la grande saga. Là, donc, la partie 1, ça va être un chromosome. Puis à l'intérieur de ce chromosome-là, bien, il va y avoir toutes les phrases qui sont les gènes qui vont donner les indications pour créer le corps et le faire fonctionner. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit connaître ça quand on parle de reproduction? Bien, c'est qu'en fait, tu dois savoir et reconnaître les caractères héréditaires. Donc, à la page 59 et 60, tu dois savoir que l'humain a 23 paires de chromosomes. Ça, c'est bien de savoir aussi. Donc, l'humain en a 23. Ça veut dire que chaque humain a 46 chromosomes, mais ça, on va le revoir dans les gamètes. Et ensuite, tu dois connaître les caractères qui sont héréditaires. Donc, par exemple, la couleur et la forme des yeux, c'est un caractère héréditaire. Le nombre de doigts, la couleur de la peau et des cheveux. Donc, tout ce qui est un corps humain en très gros guillemets normal, c'est des caractères qui sont héréditaires. Le nombre de doigts, le nombre d'orteils, le nombre de jambes, le nombre de bras, le fait que notre tête soit au-dessus du cou, le fait que, bon, il y ait des genoux qui retiennent des os en haut et en bas sur la jambe. Tout ça, c'est des caractères héréditaires. Ensuite, il y a les particularités physiques, donc tout ce qui est, par exemple, la forme du visage, la taille d'une personne, la couleur et la forme des yeux, la couleur et la texture des cheveux, la couleur de la peau. Moi, je vous avais dit aussi, bon, le fait des fois que tu as une peau qui peut être plus rugueuse près du coude ou plus lisse, ça, c'est héréditaire. La forme des oreilles, bon, tous ces caractères-là, c'est héréditaire. Et il y a aussi le fait le fonctionnement des organes, le fait que ton cœur bat puis que tu as un système de veines qui envoie et d'artères qui envoient ton sang partout dans ton corps, ça, c'est héréditaire. Et certaines maladies héréditaires, bien, c'est des maladies qui vont être transmises
parce qu'elles sont dans le code génétique des parents. Donc, les parents peuvent ou pas être malades, mais l'enfant va recevoir cette indication-là de cette maladie-là. Donc, on dit que c'est une maladie qui est héréditaire. Donc, tu dois savoir les caractères qui sont non héréditaires. Par exemple, ici, là, mettons, Joanne qui est là, elle porte un chandail rose. Son chandail rose, c'est pas héréditaire. Bon, ça, c'est assez évident, là. Mais si je te dis, par exemple, Joanne a du rouge à lèvres, ou Joanne se coupe les cheveux, ou Joanne s'est déjà cassé le bras, tout ça, c'est pas héréditaire, OK? La majorité des maladies aussi, en fait, toutes les maladies qui sont pas héréditaires, donc par exemple, Joanne attrape le rhume, ou elle a la gastro, ou elle a mal à la tête, ça, c'est pas héréditaire non plus. Ce sont juste des choses qui arrivent dans son corps, ou en fait, des bactéries, des virus qui peuvent aussi arriver dans son corps. Donc, toutes ces choses-là, c'est non héréditaire. On continue. Donc, les gamètes, maintenant, donc c'est tout ce que tu as à savoir pour la partie génétique. Pour la partie des gamètes, connaître la différence et la fonction des ovules et des spermatozoïdes et savoir qui sont des gamètes. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de choses. Je suis à la page 98. On se déplace. 98. Donc, les gamètes, tu dois savoir que les gamètes, ce sont les cellules sexuelles. Tu dois savoir que la cellule femelle s'appelle l'ovule et la cellule sexuelle mâle s'appelle le spermatozoïde, qui est un petit peu plus bas dans ma feuille. Donc, tu dois savoir qu'à l'intérieur d'un ovule et d'un spermatozoïde, il y a 23 chromosomes chacun, puis que c'est l'union de l'ovule et du spermatozoïde qui va créer un nouveau zygote et éventuellement un nouvel être humain. Donc, c'est tout. Il faut que tu saches que ça, ovule et spermatozoïde, ce sont des gamètes. Donc, les gamètes, ce sont les cellules. Les gamètes, ce ne sont pas les organes. Donc, par exemple, un ovaire, ce n'est pas une gamète. Un ovaire, c'est une glande ou un organe. Ou encore les testicules. Ce ne sont pas des gamètes, ce sont des organes. Donc, les gamètes, c'est vraiment là, les cellules sexuelles. Ensuite, on te demande d'identifier sur un schéma le nom des différentes parties des organes génitaux et connaître la fonction des différents organes reproducteurs, pages 90 et 91. Bon, ça, je l'avais dit à ceux qui étaient en classe, la page 90 et 91, tu dois la connaître par cœur. Donc, tu dois savoir que en fait, le nom de tous ces organes-là, tu dois être capable de les placer sur un schéma. Si sur le schéma que je te présente dans un examen potentiel qui pourrait avoir lieu par hasard demain, puis que sur ce schéma-là, tu as de la misère à identifier la structure parce que le dessin n'est pas clair, tu peux lever ta main puis me demander « mais je suis pas sûre de qu'est-ce que ça pointe ». Puis moi, je vais pouvoir t'aider parce que on a travaillé surtout sur les mêmes dessins. Fait que si le dessin est différent, ça va me faire plaisir là, de répondre à ta question. Faut pas que tu te gênes. Donc, tu dois savoir que les ovaires, 2 glandes à chaque extrémité de l'utérus, reliées par les trompes de Fallope, ici. Donc, l'utérus est là. Donc, il y a 2 ovaires, puis les ovaires vont produire les ovules et les hormones sexuelles de la femme. Donc là, tu sais aussi, mais ça, c'est de l'information supplémentaire, que toutes les femmes naissent avec tous leurs ovules à l'intérieur de leurs ovaires, mais c'est les ovaires qui se chargent de faire maturer ces ovules-là et de les libérer dans la trompe de Fallope. Ensuite, tu dois savoir que l'endomètre, c'est la partie qui est, en fait, c'est comme l'espèce de gros matelas là, ou de tissu moelleux et spongieux là, qui va être à l'intérieur de l'utérus. Puis l'endomètre, il sert à ce que le petit ovule fécondé, qui est en fait le zygote, va venir se placer là, puis il va venir en fait se coller et tout de suite avoir des débuts d'échange là, avec l'utérus. Donc, il sert comme à accueillir, là, pense ça comme un lit de petit bébé, là, l'endomètre. C'est l'endomètre aussi qui va être, expulsion de l'endomètre qui entraîne une menstruation. Donc, le sang menstruel, c'est en fait l'endomètre qui va
se dégrader et qui va couler par le col de l'utérus vers l'entrée du vagin. Voilà, donc l'utérus, c'est l'organe qui sert à accueillir l'ovule fécondé et c'est à l'intérieur de l'utérus que va se former le bébé au complet avec son placenta à l'intérieur de son sac amniotique, le bébé à l'intérieur du sac amniotique. Donc tout ça, ça se passe dans l'utérus. Ensuite, le vagin, c'est le tube extensible qui relie en fait l'extérieur du corps à l'utérus. C'est à cet endroit-là qu'il va avoir pénétration par le pénis et c'est à cet endroit-là en fait que vont être libérés les spermatozoïdes. C'est aussi par ce trou, c'est pas un trou, là, par ce canal-là que va être libéré l'endomètre et faire les menstruations. Donc ça, tu dois le savoir. Les glandes de Bartholin, tu n'as pas à apprendre le nom par cœur, mais c'est bien si tu le sais. Mais ce sont ces glandes-là, elles vont faciliter les rapports sexuels en lubrifiant le vagin, donc en donnant du liquide glissant à l'intérieur du vagin pour que, c'est ça, pour que le contact sexuel soit de 1 agréable et de 2 fonctionnel. Donc tout ça, tu dois le savoir. Ensuite, pour l'homme, monsieur, ici. Alors, pour l'homme, tu dois connaître... Là, il y a beaucoup de choses chez les hommes. Donc, tu dois connaître l'emplacement de méa urinaire qui est ici, et qui est le conduit, qui va ici jusqu'à la vessie, qui est là. Tu dois savoir que les testicules qui sont ici, qui sont les lieux de production des spermatozoïdes, donc les tout petits spermatozoïdes vont être produits là. Ils sont dans un sac qu'on appelle le scrotum. Et par-dessus les testicules, il y a les épididymes, qui sont des organes qui sont sur les testicules, qui vont servir d'espèce de chambre de bébé là, aux spermatozoïdes. Donc, c'est à cet endroit-là que les petits spermatozoïdes vont devenir des grands spermatozoïdes, puis qui vont pouvoir être libérés. Ensuite, je vais tout de suite effacer les petites affaires là. Ensuite, les spermatozoïdes, et là, j'en profite pour faire le chemin en même temps. Les spermatozoïdes vont ici se promener parmi les canaux déférents pour aller jusque ici aux vésicules séminales et à la prostate, où ils vont recevoir de la nourriture et la prostate, en fait, va produire une grande partie du sperme qui va servir à ce que les spermatozoïdes puissent glisser le long du méa urinaire. Donc, c'est comme leur moyen de transport qui est produit par la prostate qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les organes? Bon, la prostate, on en a parlé. Les glandes de Cooper, c'est eux autres qui vont lubrifier le canal pour aider le passage du sperme. L'urètre, c'est le conduit qui amène autant le sperme que l'urine à l'extérieur du corps. Et ensuite, on a toutes les parties du pénis. Donc, on a le pénis qui est en fait l'organe complet qui est ici, qui est à l'extérieur du corps, comme ça. Au bout du pénis, on a ce qu'on appelle le gland, qui est l'extrémité. Et par-dessus le gland, on a le petit capuchon qui protège le gland, qui s'appelle le prépuce, qui est le repli de peau ici, qui est capable de... mon Dieu, mon dessin est horrible, je vais faire des petits bouts. Donc, le prépuce, en fait, qui va glisser le long du gland durant l'érection, comme ça. Voilà. Donc, il protège le gland. C'est tout pour les... oui, donc on a un canal éjaculateur ici. Bon, là, comme tu vois, là, je te l'ai pas mentionné tout de suite. C'est pas dans les parties à connaître là, des plus importantes. Okay? Quand on parle ici de canal éjaculateur, la vésicule séminale, c'est quand même important. C'est à cet endroit-là où il va y avoir la nourriture. Mais ampoule du canal déférent non plus, là, c'est peut-être pas ce sur quoi tu dois te concentrer. Ce qui est important de comprendre, c'est aussi le trajet des spermatozoïdes dans chacun de ces deux corps-là. Donc, si je commence par le corps de l'homme, le trajet des spermatozoïdes, ils vont commencer leur vie à l'intérieur des testicules, ici. Oups. Voilà.
ici. Voyons. Bon, je veux pas. Ici, à l'intérieur des testicules. Et ensuite, ils vont maturer ici, dans les vésicules. Voyons. Excusez, là, je suis déconcentrée. Bon, OK. Dans les épididymes, pardon. Je suis déconcentrée. Ah, bon. Dans les testicules, ils vont maturer dans les épididymes. Ensuite, ils vont aller jusqu'à la prostate par les canaux déférents. Ici, ils vont recevoir nourriture par les vésicules séminales et moyens de transport par la prostate. Et ils vont sortir ici par le canal éjaculateur et éventuellement le méa urinaire jusqu'à l'extérieur du corps. Chez la femme, maintenant, le voyage des spermatozoïdes, ils vont entrer par le vagin ici. Ils vont entrer par le col de l'utérus jusque dans l'utérus. Et certains spermatozoïdes vont aller ici à droite, d'autres vont aller ici à gauche dans les trompes de Fallope pour rejoindre le lovule qui a été relâché, mais on ne sait pas où. Il pourrait être à gauche ou à droite. La fécondation, maintenant, là, c'est beaucoup de notions que je fais toutes d'un coup. La fécondation se passe à l'intérieur des trompes de Fallope. Donc, c'est à cet endroit-là que... Attends, juste un instant. Non, ça suffit. Voilà-bas. C'est mon chien. Alors, c'est à cet endroit-là que l'ovule rejoint le spermatozoïde et l'ovule fécondé va ensuite redescendre pour venir se fixer dans le col de l'utérus. Bon, on a vu pas mal de choses. Où sommes-nous rendus? Alors, identifier sur un schéma le nom des différentes parties des organes génitaux, on l'a fait. Connaître la fonction des différents organes reproducteurs, on l'a fait aussi. Connaître et identifier sur un schéma les différentes étapes de la fécondation dans le corps de la femme, on l'a fait. Identifier le trajet que font les spermatozoïdes dans le corps de l'homme, on l'a fait aussi. Waouh, ça va bien. Là, j'avais pas mis les mêmes pages parce que nous, on a noté ces informations-là à la page 100, la page 92 et la page 96. Fait que je vais juste aller te montrer. Page 92, je t'avais fait mettre les petits numéros ici sur ce schéma-là pour le trajet des spermatozoïdes. Puis là, ensuite, dans la page 96, on l'a refaite, là, cette partie-là. Fait que tu les as à deux endroits. On a fait ça de mémoire, là, dans deux cours différents. Fait que si tu as manqué un cours, là, ça se peut que tu l'aies à cet endroit-là. Puis ici, pour la page 97, le trajet d'un spermatozoïde à l'intérieur du corps de la femme, on en avait parlé là. On avait aussi parlé, là, ici, là, on a toutes les étapes de la fécondation à la page 100. Donc, c'est ce que je viens de te montrer, là, exactement. Fait que les spermatozoïdes, qui vont rentrer dans le vagin, qui vont, après ça, entrer dans le col de l'utérus, qui vont aller soit dans une trompe de Fallope à gauche ou à droite. Puis là, la fécondation va se passer si le spermatozoïde rencontre un ovule qui a été libéré par un ovaire à gauche ou à droite. Et l'ovule fécondé va venir se placer à l'intérieur de l'endomètre qui est épaissi. Regardez comment ça a l'air confortable. C'est tout épais, tout moelleux. Donc, il va venir se placer ici ou ici ou ici, peu importe. Et c'est à cet endroit-là qu'il va commencer sa grossesse. Les spermatozoïdes vont faire exactement le même voyage même s'il n'y a pas d'ovule qui a été libéré. Donc, par exemple, cet ovule-là n'existe pas. Puis même si l'endomètre il est moins épais, là, donc si on n'est pas dans une période de fertilité de la femme, ben, les spermatozoïdes font quand même tout ce chemin-là. Mais c'est juste que, bon, il ne se passe rien. Puis là, ben, le corps de la femme va les évacuer dans les jours qui viennent, ces spermatozoïdes-là. Donc, c'est la même chose. Ensuite, ça, c'est s'il y a relation sexuelle sans protection d'un condom. OK. Comprendre et connaître les moments clés du cycle menstruel, ovulation, début du cycle et durée. Bon, alors ce qui se pourrait, là, peut-être que dans un examen potentiel, là, ça se pourrait que je te demande, identifie la période de fertilité de quelqu'un d'hypothétique en fonction des informations que je te donne. Alors, tu dois savoir que le cycle menstruel débute à la première journée des règles, les menstruations de la femme. Il dure environ 28 jours, mais là, ça se peut que ça soit plus court ou plus long. Mais si c'est plus court ou plus long, on va te le dire.
Les durées de ce cycle, bon, les règles durent environ 5 jours. Des fois, c'est un petit peu plus court ou un peu plus long. Et la période de fertilité, en fait, l'ovulation va... où est-ce que c'est écrit? L'ovulation, ben, je vais juste te le montrer ici. Donc, première journée du cycle menstruel, c'est première journée des menstruations. Ça, c'est ton jour 1 de ton cycle, ou du cycle de qui que ce soit, là. Voyons. Bon, super. L'ovulation, peu importe le nombre de jours de menstruation, là, mais si on a 3 jours, si on a 7 jours, si on a 5 jours, si on a 6 jours de menstruation, ça ne change absolument rien. L'ovulation va toujours arriver 14 jours après le premier jour du cycle menstruel. Donc, peu importe la durée du cycle. Là, ici, on a un cycle de 28 jours, comme tu vois. 28 jours ici. Mais ça pourrait être 30, ça pourrait être 35, ça pourrait être 29. C'est pas grave. L'ovulation, c'est toujours 14 jours après la première journée de menstruation. La période de fertilité, ensuite, ça va être une journée après l'ovulation et 3 jours avant. Pourquoi? Bien parce qu'on sait que les spermatozoïdes, ils peuvent vivre à l'intérieur du corps de la femme jusqu'à 3 jours. Oh! Wow! C'est fou! Ouais, fait que là, ben, même 4 jours, là, parce que le temps de l'ovulation, là, au 14e jour, mais là, de petits ovules, ça se peut qu'ils se promènent un tout petit peu là, dans la trompe de Fallope avant de se faire féconder. Les spermatozoïdes ne l'attendront peut-être pas à la porte de l'ovaire. Là. Donc, la période de fertilité, elle dépend de comment on dit ça? L'espérance de vie des spermatozoïdes. Donc là, comme les spermatozoïdes peuvent vivre de 2 à, on dit jusqu'à 5 jours dans le corps de la femme, bien, généralement, la période de fertilité va avoir lieu de 3 jours avant jusqu'à une journée après. Pourquoi juste une journée après si les spermatozoïdes vivent plus longtemps? Parce que l'ovule, après une journée, 24 heures après l'ovulation, s'il n'a pas été fécondé, tout bad, c'est fini. Cet ovule-là s'autodétruit, il est rejeté par le corps et c'est finito pépito. Donc, on ne veut pas garder des vieux ovules, il faut que ça se fasse là, sinon c'est fini. Donc, période de fertilité, 3 jours avant, une journée après, plus la journée d'ovulation. Ça, c'est super important. Fait que là, je pourrais te dire, par exemple, là, je sais pas, là, quelqu'un au hasard a la première journée de ses menstruations le 2 avril. Elle a un cycle de 28 jours et ses menstruations durent 5 jours. Et quand est-ce qu'elle va être fertile? Donc, je pourrais te demander quand est-ce qu'elle va être fertile. Alors, pour répondre à ça, bien là, tu sais que première journée de menstruation, c'est le 2 avril. Tu vas ajouter 14 jours. Puis là, je te donnerai un calendrier pour t'aider. Donc, elle ovulerait le 16 avril. Sa période de fertilité, c'est 3 jours avant. Donc, 16, 15, 14, 13 avril. Donc, 14, 15 avril. Une journée après, 17 avril. Donc, ça serait sa période de fertilité. Je pourrais aussi te demander, bon, cette personne-là, 2 avril, elle a eu ses menstruations, son cycle dure 28 jours, c'est quand la prochaine fois qu'elle va être menstruée. Donc, avec un calendrier, là, tu pourrais dire, OK, bien là, 2 avril plus 28 jours, de cycle complet. Prochaine menstruation vont avoir lieu le 30 avril, parce que c'est 28 jours plus tard. Et là, avec un calendrier, tu pourrais le savoir. Donc, c'est ce que je pourrais te demander. Par hasard, ça se pourrait que ça ressemble à ça. Pour les trucs à savoir pour les menstruations. Je vais juste essayer de tout enlever ça. Je perds du temps précieux. C'est pas buggé. C'est moi qui essaie juste d'effacer parce que sinon ça va rester pris sur mon cahier jusqu'à la fin des temps. Bon, celui-là, on va le laisser là. Un petit picot bleu, tant pis. Bon, OK, où est-ce qu'on est rendu? Ça va bien. Donc, il nous reste juste grossesse et stade de développement humain que tu dois connaître aussi. Alors, grossesse. Hello. Bon, partie 2, pardon. Mon chien a mis sa patte sur mon bouton Power. Puis ça a effacé mon enregistrement d'écran.
Bon, OK, il nous reste connaître et comprendre les différentes étapes de la grossesse, zygote, embryon et fœtus, et connaître et comprendre les différentes étapes du développement humain, enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse. Alors, on va commencer par la page 104 et 105. Donc, tu dois, dans cette partie-là, connaître comment on appelle le futur bébé en fonction de son stade de développement. Puis, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe à ces stades de développement-là. Donc, ça aussi, il y a du par cœur là-dedans. Donc, tu dois savoir que le zygote, c'est de la fécondation à la nidation. Donc, le zygote, c'est au moment où est-ce qu'il y a fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde. Le zygote, c'est de 1 à 100 cellules. Et le zygote va vivre... va pas vivre, là, mais tout ça va se passer pendant à peu près une semaine. Là, je sais pas où est-ce que c'est écrit. 8 jours. 7 à 8 jours après la fécondation. Donc, le zygote, c'est 7 à 8 jours après la fécondation. Après ça, c'est pas qu'il meurt, là, mais c'est qu'il change de stade. Il va se fixer aussi à la paroi de l'endomètre. Et il va descendre jusque dans l'utérus. Donc, tout ça, il faut que tu le saches. Donc, le zygote, c'est le moment où est-ce que le spermatozoïde rencontre l'ovule. Au moment où il y a une fécondation, boum, on a un zygote. Et là, le zygote, c'est les petites cellules qui deviennent de plus en plus nombreuses, puis là, qui vont se fixer dans l'utérus. Et là, ça fait une semaine. On a 100 cellules et on passe au deuxième stade qu'on appelle l'embryon. Alors, l'embryon, c'est jusqu'à la 8e semaine de grossesse. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que pendant la période de l'embryon, les organes du futur bébé vont se former. Ensuite, tu dois savoir que l'embryon se développe dans le sac amniotique et pendant cette partie-là, le placenta va se relier à l'embryon, à l'embryon par le cordon ombilical. C'est tout. Donc, un embryon, c'est de semaine 1 à semaine 8 à peu près. Puis on a tous les organes quand l'embryon est formé et on a aussi le placenta qui se forme. Et ensuite, on passe à la dernière étape qui est la plus longue, qui est la période du fœtus. Donc, le fœtus, c'est de la 8e semaine à la dernière semaine de grossesse et c'est là où il se passe le plus de choses. Donc, au fœtus, on va former... ses bras, ses jambes vont être déjà formés, excuse-moi. Ensuite, c'est à ce moment-là que le fœtus va commencer à bouger. C'est à ce moment-là aussi que ses sens vont se former. Et c'est à ce moment-là où est-ce qu'il va se développer le cerveau, le système nerveux, les cheveux, les ongles et les orteils vont se développer pendant la période de fœtus. Ensuite, le fœtus va aussi se retourner pour être capable de procéder, de sortir de l'utérus, donc c'est ça, pour la période qu'on appelle l'accouchement. Fait qu'il va grandir et grossir, puis il va se positionner la tête vers le bas en vue de l'accouchement. Ça, c'est dans la partie fœtus. Ensuite, on a les stades de développement. Où sommes-nous? Ici. Alors, pour les stades de développement, tu dois connaître les 3 stades de développement, donc le stade de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte. Tu dois connaître ces mots-là. Tu dois savoir que l'âge adulte, c'est la partie, en fait, qui est la plus longue. Et tu dois à peu près connaître ce qui se passe dans chacun de ces stades-là. En général, c'est pas très difficile. Tu sais, c'est sûr que si je te dis Mathilde commence à apprendre à marcher, elle commence à ramper et elle marche à 4 pattes. Bon, là, tu peux me dire peut-être que Mathilde a eu un accident grave de ski puis elle apprend à marcher. Là, ça se peut, là, mais là, ce dont je te parle, c'est pas mal plus l'enfance, tu sais, le petit bébé là, qui va apprendre à marcher. Donc, dans la période enfance, on a la période bébé avec la croissance rapide, on a la période de développement du langage, on a la période de développement de l'autonomie, apprendre à manger, apprendre des aliments plus solides. Tout ça. Ça, c'est la période enfant-bébé. Mais tu sais pas mal ça.
Ensuite, dans la période adolescence, on a ce qu'on appelle la puberté. Et là, dans la puberté, on a apparition de poils, augmentation des hormones, mue de la voix. Et dans les deux cas, on a... où est-ce que c'est ici? On a comme... Tu sais, pour les femmes, les filles, là, la puberté, c'est vers 10 ans. Puis c'est à partir de ce moment-là où est-ce qu'il y a comme une espèce de maturité sexuelle, en gros guillemets. Ça veut dire que le corps se développe pour être capable d'accueillir un enfant. Et pour les garçons vers 12 ans, ben c'est à cet endroit-là où ils vont c'est à ce moment-là où ils vont commencer à produire des spermatozoïdes. Entre autres, là, il y a aussi, tu sais, bon, poussée de croissance, apparition des poils, menstruation chez les filles. Donc, tout ça, on a à l'adolescence. Et finalement, l'âge adulte, tu dois connaître... Là, tu vois, là, je passe assez vite, là, mais en général, tu sais, si tu relis tout ça, là, puis que tu comprends à peu près, là, puis... Bon, c'est pas très compliqué. Puis les questions ne seront pas très compliquées non plus. L'âge adulte, c'est productivité sur le plan du travail. Tu sais, si je te dis genre Lily Rose et Manuel s'achètent une maison, ben tu devines que Lily Rose et Manuel, ils n'ont pas 2 ans. Là, tu sais, ça doit être des adultes s'ils s'achètent une maison. Fait que c'est productivité sur le plan du travail, fondation éventuelle d'une famille. Ça, c'est important. Fertilité pour la femme, c'est jusqu'à la ménopause, autour de 50 ans. Et l'homme, il est fertile jusqu'à sa mort. OK? Ensuite, on a l'étape de la vieillesse. La vieillesse, elle rentre dans l'étape de la vie d'adulte. Donc, dans cette étape-là, la diminution de la masse musculaire, apparition des signes de vieillesse, diminution des activités, présence fréquente de différentes maladies. Tu le sais, là, qu'est-ce que c'est la vieillesse. Mais il faut que tu le saches que c'est dans l'âge adulte. Tu sais, si je te demande les 3 stades, c'est enfance, adolescence, puis adulte. Oups, et là là. Pas facile, Alexandra, d'écrire comme du monde. Adulte. Si tu me dis, là, ça c'est les bons stades. Si tu me dis stade bébé, stade ado, stade vieux ou stade personne âgée, ça marche pas. Ça, c'est pas les bons stades. Les bons stades, là, c'est enfance, adolescence et âge adulte. Ça va? Tu as des exercices que tu peux faire sur I+ interactif. Je t'ai mis sur ton guide d'études. Ici. Le groupe pour t'inscrire, c'est ce groupe-là. Puis pour le faire, en fait, tu vas rentrer dans ton I+ interactif. Puis là, oublie pas, si tu veux rentrer dessus, là, ça te prend un mot de passe avec un caractère spécial. Fait que la majorité d'entre vous avez pris votre mot de passe d'école puis avez mis un point d'exclamation à la fin. Puis là, tu vas faire, il va y avoir un petit truc qui va ressembler à ça ici, là. Comme ça, là, rejoindre un groupe, là, ressembler à ça. Puis là, tu mets le code du groupe à cet endroit-là. Okay? Donc, tu te connectes avec ton courriel, ton mot de passe de l'école et un point d'exclamation. Puis là, tu rentres ici, tu vas faire rejoindre le groupe. Puis là, je pense que si je clique, je vais pouvoir le montrer un petit peu. Les activités, ouais, sont là. Donc, les activités, là, c'est sur, ici, la reproduction humaine. Ça va? Fait que c'est ceux-là là, que tu as à faire, que j'ai assigné, que tu peux faire pour te pratiquer aussi. Donc, je te souhaite très bonne étude, puis on se revoit demain.